Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre émission. Belles Lettres, c'est une émission essentiellement littéraire au cours de laquelle nous allons chaque fois recevoir pour vous un invité du monde littéraire pour un entretien autour de la littérature, de la lecture, du livre, de l'écriture et de la culture. Pour cette émission inaugurale, je reçois pour vous sur ce plateau le professeur Philippe Masegabio Zanzu. Un homme politique, il a été plusieurs fois ministre dans notre pays, un grand homme de lettres et de culture, poète et écrivain. Il est aussi professeur des universités. Bonjour, professeur. Bonjour, Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Je vous remercie. Professeur, vous avez là l'insigne honneur de donner un ton à cette émission qui est essentiellement littéraire. La première question qui me vient à la tête, c'est que l'intitulé de notre émission, c'est Belles Lettres. Qu'est-ce qu'évoque en vous cette expression, Belles Lettres? Merci. Je commence par dire que j'appréhende beaucoup le fait que je sois le premier à être invité. J'espère que je vais être à la hauteur de cette invitation. Belles Lettres, quand j'entends cette expression, comme on dit, c'est un mot valise. C'est un mot qui est composé en deux. Belles Lettres évoque tout de suite des questions de littérature. Lettre suppose ce qui a été écrit, que ce soit la littérature orale, que ce soit la littérature écrite. Quelque part, il y a un support et qui a été utilisé pour nous rendre ce que nous lisons, ce que nous entendons. Mais ce support nous rend ça dans une dimension acceptable par nous, par le lecteur, pour que ça soit bien vu, et ça soit comme quelque chose de bien fait. C'est pour cela que Belles Lettres renvoie tout naturellement à la littérature. Cependant, permettez-moi de dire que aujourd'hui nous parlons de Belles Lettres comme quelque chose qui a rapport à la littérature. Mais au point de départ, Belles Lettres ne signifiait pas nécessairement littérature. 17e, 18e siècle, c'est de là que le mot a pris son origine. Belles Lettres, c'était un simple jeu d'une communauté bourgeoise. Ils jouaient comme le jeu de cartes. On prenait une carte, on disait ce sont des lettres religieuses, ce sont des lettres anglicanes, ce sont des lettres, on donnait un nom et c'est un jeu comme le jeu de roi et de valet. On le sortait et on jouait. Donc au point de départ, ça ne signifiait pas lettre, ça ne signifiait pas littérature. Plus tard, avec l'évolution sur le 19e siècle, que nous avons commencé à avoir ce mot signifier ce qu'il signifie aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est ressorti à la littérature. Mais c'est assez récent, au 19e siècle. Puisqu'il sera question de la littérature dans notre entretien, qu'est-ce que la littérature? C'est une grosse question. Qu'est-ce que la littérature? La littérature, on peut le comprendre dans plusieurs acceptions. Les étudiants, parfois, quand ils font leur travail de fin d'études, il y a un chapitre qu'ils intitulent « Littérature de ce travail », c'est-à-dire simplement l'ensemble des éléments bibliographiques qu'ils ont utilisés. Ça s'emploie dans ce sens-là. Littérature veut dire aussi, dans un sens d'un domaine particulier, tous les livres qui sont classés comme ayant été produits dans ce domaine-là, on les appelle aussi littérature. Littérature politique, par exemple, littérature économique, littérature agiologique, par exemple. Mais littérature veut également signifier un espace géographique. Littérature maghrébine, littérature négro-africaine, littérature antillaise. Mais aujourd'hui, parce que l'émission porte sur les belles lettres, il faudrait qu'on arrive tout de suite à faire la jonction entre littérature et belles lettres, dire qu'au sens restreint,
moderne, actuelle, aujourd'hui, littérature envoie à l'ensemble des lettres qui sont bien écrites, qui sont bien présentées et qui sont, comme nous le disons, des lettres belles, des belles lettres. Donc aujourd'hui, littérature, c'est à peu près l'équivalent de ce que nous disons, de ce que nous comprenons par cette expression de belles lettres. Quelqu'un a donné de la littérature une définition là que j'ai aimée. Il a dit ceci: la littérature, en fait, c'est des atomes de mots qui s'unissent par la magie du verbe pour donner des molécules, des phrases, évidemment des phrases porteuses d'une dimension esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas tort d'aimer cette définition. Elle dit la réalité, la vérité sur la conception qu'on doit avoir de la littérature. Un atome, c'est vrai. Deux mots, c'est vrai. Qui sont mis ensemble, c'est vrai. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un texte? Parce qu'il faut revenir à cela. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un texte littéraire? Oui. Tous les textes que nous lisons ne sont pas de la littérature. Okay. Je suis désolé de le dire pour ne pas choquer certains amis. Quand je vois une belle page dans un journal, ce n'est pas nécessairement de la littérature. Quand je vois une page scientifique d'une thèse ou d'un travail de fin d'études, ce n'est pas nécessairement de la littérature. Une belle plaidoirie d'un avocat, ce n'est pas nécessairement de la littérature. Et littérature, ce qui est composé de manière à ce que, on va peut-être aller en détail, les mots qui sont choisis, ces atomes-là qui sont agglutinés ensemble, doivent produire un effet. Et l'effet, c'est généralement un effet qui doit faire plaisir à l'oreille lorsqu'il s'agit d'une audition et qui doit satisfaire l'âme lorsqu'il s'agit d'un écrit fictionnel ou bien quelque chose dans lequel on se retrouve. Mais attention, il faut que ça soit vu comme étant quelque chose qui n'est pas nécessairement utile au moment où j'en parle. Parce que dans la définition de la littérature, il faut impliquer deux éléments importants, point de départ. C'est que la littérature est l'objet d'une fiction. Un acte réel, une vérité, un match de football, un événement, si je le reporte, je suis reporter comme vous, dans une chaîne, vous ne faites pas nécessairement de la littérature. La littérature, c'est une lecture médiate. Elle n'est pas immédiate. Okay. Le journal, par exemple, vous restitue les événements dans l'immédiateté de l'écriture. Ceci s'est fait, ceci se fait, ceci a été fait, donc il y a moyen que vous retrouviez même l'élément référentiel à cela. Tandis que la littérature, au point de départ, ne s'embarrasse pas d'aller chercher la vérité ou la non-vérité. Au point de départ, littérature, c'est une fiction. Un fait même qui a eu lieu effectivement dans l'histoire ou dans votre vie, un voyage, quelque chose qui vous a touché, vous pouvez effectivement en faire un texte littéraire à condition que vous preniez cet élément référentiel comme étant une simple inspiration. Et une fois que vous avez produit ce texte ne peut plus nécessairement se référer à l'élément qui l'a produit. Donc, l'élément fictionnel est quelque chose de très important en littérature. Mais un autre élément pour parler du texte littéraire, et c'est le support, parce qu'un texte, c'est sur quoi? C'est un texte qui vient du latin textus, texere, qui veut dire agencer les éléments, et vous avez dit quelque part dans votre définition, c'est comme celui qui fabrique une natte. Mais il prend les éléments et il les agence ensemble et il choisit, il dit telle couleur, je vais la faire passer ici, tel élément, je vais la faire passer là-bas. Et donc, ça fait une jonction des éléments qui sont tissés ensemble pour produire le texte que nous avons, le support que nous avons.
Mais le second élément qui définit le texte ne suffit pas en littérature. Il faut encore que le texte qui est choisi, là, je suis au niveau du choix des mots, je suis au niveau de la syntaxe, il faut que les mots soient choisis de manière à ce que ça fasse littérature. Je vais vous donner un exemple très simple. Une belle femme n'est pas nécessairement une femme belle. Et on peut vraiment discuter là-dessus, mais chacun dira, mais moi je veux qu'on dise de ma femme que c'est une belle femme. Moi je voudrais bien qu'on dise de ma femme que c'est une femme belle. En ce moment-là, je donne un contenu sémantique en rapport avec l'emplacement du mot que j'ai mis, de l'adjectif que j'ai mis avant ou après le mot. Donc, ce que nous appelons en littérature la collocabilité, c'est-à-dire l'endroit où je place un mot sur le plan syntaxique, c'est très important. Mais le texte littéraire ne suffit pas à être littéraire parce que les mots sont bien choisis. Il faut encore qu'après avoir fait mon texte, ou peut-être avant, que je puisse respecter la normalité de la grammaire de la langue que j'utilise. La grammaire normative, je ne peux pas dire je te donne ce livre qui vous appartient. Ça ne va pas, parce que j'ai commencé par dire tu, dois dire aussi qui t'appartient. Donc même la grammaticalité de la langue est importante. Même au niveau de la grammaire française, que toute une autre langue, vous devez respecter ce que nous appelons la modalité. Le temps utilisé est un temps important. En poésie, par exemple, le temps a une autre valeur. Dans un récit, dans une nouvelle, dans un roman, le temps a une autre importance. Le plus que parfait, le parfait ou le présent, ce sont des éléments qui vous donnent des préalables pour comprendre la temporalité de l'action qui est mise dans le procès du livre. Donc cet élément est important. Mais je vais quand même, avec votre autorisation, terminer ce que je dis du texte parce que c'est un paramètre extrêmement important, le texte. Oui. Il faut encore que ce texte soit conçu de manière à ce qu'il y ait ce que Roland Barthes appelle des éléments de décoration. Oui. Ce que nous appelons les éléments de décoration, ce sont des tropes de communication, des figures de style, des images. Quand je dis, quand je donne à une femme l'image, la métaphore d'une fleur, la femme n'est pas une fleur. Mais je prends je prends une métaphore, je prends ici une figure de style, je prends un trope pour rendre la pensée que j'ai sur cette femme, et je dis une fleur. Donc, le texte produit et les mots choisis de la manière que je viens d'indiquer sommairement, dans une langue, et fait de manière à ce que l'écriture ne soit pas une écriture de l'immédiateté, mais de la médiateté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas le comprendre tout de suite. Il faut un médium. Et le médium, c'est vous, le journaliste. Le médium, c'est le critique littéraire. Le médium, c'est celui qui vous aide à comprendre un texte. Et la littérature se compose toujours à travers cette écriture médiate. On ne la comprend pas directement. Et ce n'est pas fait pour dérouter quelqu'un, mais c'est ça le contexte même de la littérarité d'un texte dit littéraire. Il faut respecter les éléments de cette littérarité qui vous amène à obtenir un texte dit littéraire. Puisque vous avez parlé de Roland Barthes, que pensez-vous de la différence qu'il fait entre écrivain et écrivant? La différence est très simple. D'ailleurs, Roland Barthes, c'est un féru de ce genre de choses. Mais un écrivain, que vous preniez Roland Barthes, que vous preniez n'importe quel grand écrivain, que vous preniez n'importe quel dictionnaire valable français, parce que nous parlons français, nous prenons le Robert,
le Larousse, le Littré, le dictionnaire de l'Académie, consultez tous les grands hommes de lettres, on vous dira la définition est plus ou moins la même. Un écrivain, c'est un auteur qui produit des œuvres littéraires. Ce qui veut dire que, peut-être encore pour choquer des gens, mais je ne voudrais pas tellement le faire, je suis en train de répondre à vos questions, ce qui veut dire que tout écrivain est auteur, mais tout auteur n'est pas nécessairement écrivain. Donc l'écrivain produit des œuvres littéraires. Et je dis là, prenez n'importe quelle référence bibliographique, n'importe quel dictionnaire, on vous dira pas le contraire. Qu'est-ce que vous entendez par œuvre littéraire? Mais nous venons de le dire tout à l'heure, mais je vais compléter encore sur un écrivain, oui. Parce que votre question portait sur les deux, oui. L'écrivain, mais un écrivain. Mais un écrivain, c'est un participe du verbe écrire. Oui. Si je suis en train d'écrire quelque chose, j'écris, mais il y a des écrivains, il y a des écrivassiers, il y a des ça existe. Mais ici, je pense que votre émission Belles Lettres est en rapport avec les écrivains, ceux qui produisent des œuvres littéraires. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce qui fait une œuvre littéraire. Oui. Bon, je vais encore revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en ajoutant peut-être d'autres idées. Une œuvre littéraire, cette œuvre qui est produite par celui qu'on appelle un écrivain et qui respecte plusieurs éléments. Le premier élément, c'est, je commence par là, c'est la grammaire normative de la langue qu'on utilise. Deux, ce texte littéraire est littéraire parce qu'il est un endroit où un auteur a accouché, a plutôt encodé sa vision, la manière dont il voit le monde, la manière dont il rêve du monde, la manière dont il souhaiterait voir le monde, c'est sa vision. Et cette vision donne au texte l'obligation de la forme. C'est ce que un critique célèbre, c'est que Roman Jakobson appelle en allemand une Einsteilung, c'est-à-dire il y a une visée. L'auteur vise quelque chose et cette visée, il voudrait que vous la découvriez à travers l'œuvre qu'il a produite. En ce moment-là, la visée qu'il a choisie doit être en rapport avec la forme qu'il choisit. Par exemple, quand je parle de la forme, je parle de différentes formes de genres littéraires qui peuvent prendre un texte littéraire. Oui. La poésie, ce n'est pas nécessairement un roman. Un roman, et ce n'est pas... Et ce n'est pas une nouvelle. Une nouvelle, ce n'est pas une chronique. Une chronique, ce n'est pas du théâtre. Donc, il faut encore que l'œuvre, le texte se produit ayant respecté la langue, ayant été écrit de manière à encoder une vision, qu'elle soit encore formulée, textualisée dans un genre littéraire bien particulier. Quand je vois un livre qui est écrit, on me dit c'est de la poésie, tout de suite, je vérifie s'il s'agit vraiment de la vraie poésie. Je dis c'est une œuvre littéraire. Quand je dis vraie poésie, parce que encore faut-il éviter qu'en prenant simplement des phrases longues, en les découpant dans le sens qu'on veut, on fait semblant de faire des vers, on dit c'est de la poésie. Non, c'est pas ça. Il y a un contexte dans lequel toute œuvre, même découpée de cette manière-là, doit être poésie, et la poésie a des obligations, la poésie classique ou la poésie non classique. Et un dernier élément, peut-être il y en a beaucoup, que je voudrais signaler pour compléter la définition sommaire que je donne d'une œuvre littéraire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les déictiques. Un déictique, une déictique, dans le terme anglo-saxon, c'est un chiffre. C'est quelque chose qui propulse le récit, qui propulse le procès. Je prends un roman, je prends un récit ou bien une nouvelle. Lorsque j'écris, je mets des adverbes, par exemple, de temps, des adverbes de lieu,
ce jour-là, tel avait fait ceci. Là, ce jour-là, ce samedi-là, à cette heure-là, ça dictique de temps. Et ça meuble également le texte. Mais comme je dis, je dois maintenant argumenter pendant que j'écris mon texte. Là, j'utilise ce qu'on appelle les argumentaires, disons, des dictiques argumentatifs. C'est-à-dire, en ce moment-là, je mets des adverbes qui me donnent comme dans une dissertation. Or, cependant, voici que, alors que, néanmoins, outre que, ce sont des dictiques argumentatifs que je mets pour arriver à ce que je puisse, disons, me faire comprendre. Et je terminerai en disant, si cette œuvre-là qui a été faite, non pas tout de suite dans le but de servir une cause quelconque, parce que la littérature n'est pas quelque chose qu'on utilise pour servir une cause, bien que la littérature de combat le fait. Je ne suis pas contre ça, mais au point de départ, la littérature est un objet gratuit. Le plaisir littéraire, c'est un objet tout à fait gratuit. On écrit une œuvre littéraire pour qu'elle fasse plaisir, pour qu'elle plaise, mais que le public retrouve et se retrouve dans ses aspirations, ça c'est autre chose. L'écrivain peut avoir écrit une œuvre sans que nécessairement elle atteigne le public à travers une publication. L'œuvre n'est pas moins œuvre littéraire, même si elle n'est pas lue. Même si elle n'a pas servi, elle est œuvre littéraire. L'exemple le plus patent, c'est l'Énéide du Virgile. Oui. Professeur, qu'est-ce qui a été à la base de cet amour, de cette passion que vous avez pour les belles lettres? Plusieurs choses. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un ancien séminariste. Père, papa ou mon papa, mon paternel. Ok. Mon paternel était le condisciple du frère cardinal Malula. Ils sont étudiants ensemble au séminaire. Comme ça qu'à rentrer, j'étais tout petit. J'ai eu la chance de voir. Il avait une petite bibliothèque comme votre livre ici. Et là, j'ai vu, mes souvenirs sont bons là-dessus, j'ai vu le foyer heureux du cardinal Malula, de 53, 52, des bibliothèques de l'Étoile. C'est là où j'ai vu, j'ai lu sans comprendre très bien les premiers écrits de Mobiala, comme je ne trahirais pas, je ne comprenais pas très bien, mais il y a mon souvenir va aussi vers quelque chose que je n'aurais plus retrouvé plus tard. J'ai vu un texte de poésie d'un certain Maurice Rat, R-A-T. Je ne sais pas qui il était. J'ai lu ces choses là-bas. Donc je pense que le contexte familial m'a aidé un peu à avoir cette, je ne dis pas cette passion, mais au moins à m'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on peut aller prendre, ouvrir et lire. Oui. Mais il faut dire aussi que mes études m'ont beaucoup aidé. Je suis un ancien des humanités gréco-latines. Les humanités gréco-latines préparent assurément à cette voie-là où vous analysez les textes grecs, vous analysez les textes de l'Antiquité romaine et vous y trouvez une abondance, une richesse énorme des écrits de l'Antiquité. Et si vous êtes quelqu'un un peu prédisposé, vous allez aimer. Je me souviens qu'au niveau de la poésie et de la rhétorique, j'étais déjà féru d'un Virgile et que je lisais, j'ai déclamé quelques vers des Virgile comme ça. Un troisième élément, c'est bien entendu mes études d'université, mes études de philosophie et lettres. Je suis un ancien de philosophie et lettres et de l'université de Lovagnum. Donc vous voyez, on vous prépare, il y a beaucoup d'éléments de littérature, on vous demande de vous beaucoup de lectures, et c'est comme ça que parfois ça vient. Mais il y a aussi un effort personnel, je dois l'avouer, c'est le fait que quand j'ai lu certains livres,
ça a été pour moi une espèce de détonation. C'est un livre que je peux rapidement vous citer un ou deux ou trois. Quand j'ai lu Le Grand Môle d'Alain Fournier, j'étais tout jeune, vous voyez, je me suis émerveillé à cet univers possible et impossible d'Alain Fournier. La porte étroite d'André Gide. J'aime beaucoup André Gide, non pas à cause de sa vision immoraliste de la vie, mais à cause de son écriture. C'est un grand écrivain. J'ai pleuré lorsque j'ai lu La porte étroite d'André Gide. Et la dernière année aux humanités en rhétorique, j'ai eu la chance de lire Dostoïevski, l'auteur russe, et j'ai dit Crime et châtiment. Oui. Le sort de ces étudiants dont Raskolnikov était le héros, ils vivaient difficilement, et ils ne savaient pas payer leur bourse d'études, mais ils vivaient dans une maison qui leur louait une veuve et une rachitique veuve, tout ça, et à la fin, il s'est révolté, il est allé tuer cette veuve. Ce n'est pas le fait de tuer, mais cette histoire racontée par Dostoïevski, un maître du style, m'a également beaucoup aidé. Je pense que les lectures que j'ai eues, les études que j'ai faites ont été quelque chose, ont été beaucoup pour ma carrière, ma petite carrière d'écrivain. Quelles sont vos sources d'inspiration en tant qu'écrivain, en tant que poète? Ma source d'inspiration, c'est généralement les mots. Les mots? Les mots. Pourquoi? Comment? Parce que, bon, d'abord, la littérature, c'est quand même les mots. Tout à l'heure, vous avez parlé, c'est des mots. Vous savez, je suis quelqu'un de sensible aux mots, à l'exactitude des mots. D'ailleurs, j'ai fait généralement de la poésie. Il y a une critique française qui a écrit une phrase fameuse en disant la poésie, c'est l'incandescence des mots portés à leur plus haut degré. Des mots sont comme des lumières, comme des incandescences, et ça le frappe. Et je suis un peu fasciné par les mots. Il y a des œuvres que j'écris simplement parce que le mot m'intéressait. Somme première. Oui. Je crois que je venais de lire Summa Theologica de Saint-Augustin, mais en français. Et j'ai dit, mais comment il peut intituler ce livre Somme? Et j'ai dit, mais Somme, alors première, c'est dans le sens philosophique, non pas le premier et deux. Les gens m'ont dit, mais à quand la deuxième somme? J'ai dit non. Je n'ai pas dit la première somme, j'ai dit somme première, c'est-à-dire la somme principale, la somme principiaire, celle qui donnait en fait le condensé de ma vie. Donc le mot somme m'a beaucoup intéressé. Quand je vois d'autres œuvres que j'ai publiées, les mots m'intéressent beaucoup. Et même un ensemble de mots, des phrases entières. Mais relativement aux mots, Laurent, il faut que je vous dise une autre conviction que j'ai, c'est que, vous savez, ce qui fait véritablement la littérature, c'est pas tant le message que nous y mettons. C'est ça aussi, mais c'est pas tant cela. C'est d'abord la forme. Et cette forme, elle est faite de syntaxe, des phrases. Et elle est faite des mots aussi. Des mots qui sont choisis d'une certaine manière. Quand vous écrivez, il y a certainement une deuxième nuance, une troisième acception de mots, un quatrième sens. Et si vous voulez vraiment être vraiment un bon écrivain, c'est peut-être que ce mot-là, vous avez besoin d'avoir le quatrième sens, vous allez le chercher. Et c'est ça qui fait la force de la littérature. Stéphane Mallarmé disait que ce qui fait la poésie, ce n'est pas les idées, ce sont des mots. Et Jean-Paul Sartre lui-même, dans Qu'est-ce que la littérature, disait une phrase comme celle-ci, la prose se sert des mots, mais la poésie sert les mots. Donc, de toute manière, la littérature a le mot.
et l'assemblage des mots comme étant d'éléments principaux. C'est un texte, il est tissé, un tissu des mots et des phrases et des idées qui fait cela. Généralement, c'est ça qui m'inspire. Je dois dire aussi que de temps en temps, la solitude m'inspire. La solitude, l'isolement, ça m'inspire aussi. Oui, avez-vous besoin d'une atmosphère particulière, d'un temps particulier pour écrire? Pour écrire, oui, j'écris généralement la nuit. Oui. Et la journée, je suis quelqu'un d'un peu amorphe, mais le soir, j'ai la malchance de dormir tôt et de dormir tard et de me réveiller tôt. Je couche tard et un lève tôt. Et alors, je travaille la nuit pour écrire, oui. Mais le temps pour m'inspirer, non. Comme je dis, si je suis seul, généralement, l'inspiration me vient. Je n'ai pas besoin d'aller me promener au bord du fleuve et aller clamer « Oh mon cœur, oh ma mère ». Je n'ai pas besoin de ça. Mais si je suis vraiment seul, dans un contexte devant la piscine, quand je me retrouve moi-même, généralement, je suis inspiré. Un autre temps, non, mais comme je dis, les mots, ça vient. J'ai fait une lecture, si je tombe sur un mot, sur un titre bien, je le prends. Donc, je n'ai pas besoin de temps pour lire ce livre. Et le mot m'est venu parce que ce livre, je le lisais au moment où je l'avais pris, au moment où il m'avait plu, et je prends le titre, ou bien je l'assimile, ou bien j'en fais ce que je veux. Professeur, à propos de la poésie, quelqu'un a dit ceci, je cite, « La poésie est comme cet albatros baudelairien, incapable de marcher dans un monde matérialiste, utilitaire. » Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il a tort. Pourquoi? Mon point de vue, c'est qu'il a tort. Vous savez, la poésie, d'abord, c'est un genre qui ne mourra jamais. D'abord, vous savez que la littérature dans son ensemble a commencé par la poésie. La poésie, c'est l'homme tout court. Un poète, un grand poète allemand, Hölderlin, disait que c'est un poète que l'homme vit sur cette terre. Pourquoi est-ce que les hommes sont allés jusqu'à envoyer des astronautes à la Lune? Parce que depuis que le monde est monde, l'homme considère, l'homme regarde cette Lune et dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, ce besoin d'aller à la Lune, ce besoin d'évasion, ce besoin d'exister autrement, c'est ce que nous appelons en fait le sentiment poétique habite l'homme, l'homme que Dieu a créé. Tout homme. Tout homme. Tout homme est poète à sa façon. Mais poète, c'est-à-dire fabricant des œuvres littéraires, ça c'est autre chose. Mais le sentiment poétique, tout homme est poétique dans ce sens-là. Quand vous allez en ville, quand vous choisissez votre costume, et pourquoi est-ce que vous choisissez un costume bleu et pas vert et pas rouge? Vous avez choisi selon un choix préférentiel. Vous avez voulu avoir dans cette couleur-là quelque chose qui vous retrouve, ou bien la couleur de votre femme, ou bien un paysage que vous avez vu. Vous êtes en ce moment-là habité par le sentiment poétique. Okay. Absolument. Et le philosophe, encore en allemand, Heidegger, disait que l'homme est essentiellement un homme poétique. Et quand ça vient des penseurs comme Heidegger, je peux que penser que cela soit juste. Alors, penser qu'un jour, la poésie, c'est comme un albatros baudelairien qui peut... Bon, peut-être qu'il a des moments de souffrance, la poésie, comme tout art, comme la rhétorique, à un moment donné, avait eu des moments difficiles. La rhétorique, ça a pris une couleur, une nouvelle importance avec la révolution socialienne. Mais à un moment donné, le genre rhétorique était aussi en panne. Il y a des moments où la poésie peut se trouver aussi en panne.
au XVIIIe siècle, par exemple, en France, c'est le roman qui avait pris le dessus. La poésie est venue supplanter avec le Parnasse, avec le symbolisme, avec le surréalisme beaucoup plus tard. Donc il y a des moments où la poésie peut être en panne. Et il ne faut pas considérer, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde mondialiste où bien la machine, l'ordinateur et le gain sont des éléments proportionnels et que nous recherchons. Mais l'homme demeure ontologiquement poète. La poésie ne disparaîtra jamais tant qu'un être que Dieu a créé s'appelle homme. La poésie ne disparaîtra jamais, même si on n'écrit pas. Mais la poésie reste comme matière, comme sentiment. Rappelez-vous le silence mythique de Rimbaud. Il écrit, et à 22 ans, à 24 ans, Rimbaud avait déjà fini d'écrire ses plus belles œuvres. Et il a fait 10 ans sans écrire. Et il était toujours poète. Et il était toujours poète, parce qu'effectivement, une belle question. Dans sa correspondance, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, c'est ce qu'il pensait. Il donnait même des conseils aux gens et il suggérait même une nouvelle vision d'écrit. Et là, certaines de ses œuvres, il les a pas expliquées, mais il les a actualisées un peu plus tard dans la correspondance. Il dit pourquoi j'ai écrit ceci. Il donnait le sens. Il dit j'ai voulu trouver, non, pas je voulais, il dit j'ai trouvé un mot qui sera un mot utilisable dans toutes circonstances tant que le monde sera monde. Donc il a continué à être poète. On peut être poète, on peut être sans avoir écrit, mais on peut être poète, c'est-à-dire un écrivain, après avoir écrit un texte de poésie. La différence, c'est dans cette acceptation-là double, cette postulation double de mot poésie. Ok. Pour Edgar Morin, un sociologue et philosophe français, le but de la poésie, c'est de nous mettre dans un état second. Qu'est-ce que vous en pensez? Le but n'est certainement pas de nous mettre dans un état second. Ça veut dire qu'en ce moment-là, la poésie serait l'élément qui nous mettrait dans l'état second. La boisson, l'alcoolisme, et peut nous mettre aussi dans un état second. Oui. Non, il ne faut pas qu'on fasse de la confusion. On a connu... Il y a quand même certains poètes qui avaient besoin de cet état-là pour produire. J'arrive. Je sais que vous connaissez la littérature française, que vous allez faire allusion à ça. Non, un Baudelaire, c'était un alcoolique. Oui. Verlaine, c'était un alcoolique. Il y a des gens comme ça qui ont vécu. Et Baudelaire disait la fameuse phrase de Baudelaire, il dit dans Le fleuve du mal, il dit « Enivrez-vous de vin, oui, de poésie, de sexe, de quoi? Mais il dit enivrez-vous. » C'est-à-dire qu'il voulait dire qu'effectivement, oui, il y a matière d'enivrement, mais la poésie peut vous amener à ça aussi si vous faites une poésie enivrante. Mais toutes les poésies ne sont pas enivrantes. Si vous me ramenez à la conception, à l'esthétique d'un Rimbaud, je peux le comprendre, parce que Rimbaud lui-même disait qu'un écrivain doit être un voyant. Oui. Quand il dit dans l'idée de voyance, il voit l'idée d'un état qui n'est pas normal, un état second, d'être voyant. Et quand il écrit, par exemple, son fameux poème « La couleur des voyelles », on se dit, mais où est-ce qu'il était? Mais il voulait simplement dire que par ce poème, il avait fini par trouver une correspondance. Le mot correspondance, d'ailleurs, il vient de Baudelaire, des correspondances entre des couleurs et des mots. Et qu'il y a moyen, par exemple, en regardant la nature, en voyant certaines couleurs, quand je vois bleu, est-ce que ça ne correspond pas à un état d'âme quelque part? Quand je vois rouge, et maintenant, il a voulu mettre des voyelles qui diraient, selon lui, ces couleurs-là.
Peut-être qu'en ce moment-là, on peut parler d'une poésie qui peut enivrer quelqu'un, mais je ne crois pas que le but de la poésie soit celle de mettre quelqu'un en état second, mais la poésie peut. Vous voyez la différence? Oui. Le but n'est pas de mettre quelqu'un dans un état second, mais la poésie peut, si vous utilisez d'une certaine manière, faire de vous un vaillant, comme Rimbaud, faire de vous un demi-dieu. D'ailleurs, les poètes et les écrivains, ce sont des demi-dieux, ce sont des démiurges, comme disaient les Grecs, les démiurgos, un créateur, oui. un fabricateur. Tout à fait. En tant que poète, vous avez à votre actif un certain nombre de recueils, notamment Somme première, La cendre demeure et Fais-moi passer le lac de Caïman. Est-ce que vous pouvez brièvement, disons, nous expliquer ou nous donner les thématiques que vous exploitez au travers de ces 3 recueils, oui, brièvement? Bon, toutes ces œuvres, je veux le dire, ça, comme Tchikaya le disait, de sa poésie, toutes ces publications sont en réalité qu'une seule publication. En fait. Je vise la réalisation d'une personnalité, moi-même. Je suis, moi, à travers ces différentes publications. Et ce sont différentes époques. Somme première, c'est mon premier recueil que j'ai publié en 68, en ce moment-là, mais c'était simplement une réaction. Pour la petite histoire, j'étais, je le dis en souriant, et j'étais fiancé à une jeune fille belge. Nous étions étudiants à ce moment-là. Il y avait des blancs et des noirs au début de l'université. Et je me suis épris de cette fille. Je ne sais pas si on n'allait jamais se marier. Mais puis, à un moment donné, c'est les études de lettres qui ont commencé à me séparer d'elle, parce que c'était un moment où nous étions en train de potasser beaucoup les écrivains de la négritude. Oui. Alors, bon, j'ai pris une espèce de dégoût, de recul, de penser que j'allais peut-être m'engager à vivre avec cette fille. Elle était très bien, elle était très gentille, mais elle faisait que me dire, mais finalement, mais c'est quoi? Tu vas rester dans cette négritude ou bien tu vas venir avec moi? J'ai dit non, je reste nègre et je ne veux pas devenir blanc. C'est à peu près ça aussi que j'ai essayé de traduire quelque part dans ce livre-là. Mais il y a un thème de la rencontre, quand vous avez au début des femmes, oui. deux femmes, le thème de la rencontre. Ça m'a passé le lac de Caïman, c'est un livre, c'est le poème, le recueil que j'aime le plus. J'aime tous, mais celui-là, je l'aime le plus que les autres. Publié en 2006, et c'était à l'occasion, c'était... il y avait ce qu'on appelle la commission belgo-congolaise de relations. Ils devaient se réunir. J'étais sénateur en ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre dans l'idée qu'il puisse être lu par ceux qui viendraient lors de cette conférence politique. Et là, c'est de nouveau une rencontre. Vous voyez, Fais-moi passer le lac de Caïman, celui qui a fait 80 ans, que j'appelle d'hypogée de colonisation maintenant, et qui voit l'autre arriver, et qui voit le monde tel qu'il est. Il dit, mais écoutez, mais c'est comme si tu es comme un mari qui m'a épousé. Je n'ai pas connu d'autres colonisations, je n'ai pas connu d'autres hommes que toi. Alors maintenant, le monde devient compliqué. Le monde, c'est un étang, c'est un lac de Caïman. Aide-moi à traverser le moment difficile. La cendre de mer, c'est un peu la continuité de Somme première, c'est-à-dire l'idée c'est que quand le feu s'éteint, il y a la cendre qui demeure. Le personnage que j'étais dans Somme première, quelques années plus tard, ce personnage ne s'est pas évanoui, il est resté, et j'ai dit, écoutez, mais faites attention, le Masségabe et le Philippe que j'étais il y a quelques années, je n'ai pas trop changé. Je suis resté
est pratiquement le même dans ma vision, de mes idées, dans mon combat culturel. Et c'est comme ça que j'ai dit, la cendre demeure, même si mon volcan est éteint, Oui. ma cendre demeure toujours. Et j'ai toute une série de poèmes que je mets pour montrer la continuité d'une personnalité. Tout à l'heure, je l'ai dit, vous savez, si vous prenez toutes ces œuvres, tous ces moments de publication, ça revient à dire que toutes ces publications sont comme les facettes d'une seule et même œuvre. C'est la recherche d'une identité, la recherche d'une personnalité. Là, nous tendons vers la fin de notre émission, mais avant de terminer, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission, Belles Lettres? On termine par là. Mais mon mot, je crois que je suis le premier, donc je dois être vraiment celui qui doit me réjouir d'être le premier. Je vous ai déjà dit merci, mais en plus de ça, il y a quelque chose qui vient à point nommé. Vous avez des émissions comme celle-ci, on n'avait pas assez. Les gens se plaignent souvent de la platitude de notre littérature. Les gens se plaignent du fait que les hommes de lettres, les écrivains ne s'expriment pas suffisamment et que vous ayez pensé avec votre chaîne à proposer une émission en rapport avec cette nécessité de la promotion des œuvres. Ça ne peut être que vraiment un bravo, peut être qu'un bravissimo. On ne peut pas dire le contraire. Tout ce que je souhaiterais, c'est que vous continuez et que vous ne vous découragez pas et que la qualité des émissions que vous allez produire, nous espérons, nous qui sommes invités, que nous puissions contribuer à cette qualité. Et si vous le faites, je crois que vous aurez rendu un énorme service, non seulement aux écrivains, mais au pays, parce qu'on ne le dit pas assez. La littérature, c'est quelque chose d'important pour la société. Là, nous sommes arrivés à la fin et nous tenons sincèrement à vous dire merci pour votre disponibilité. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons peut-être à nous revoir encore prochainement pour parler d'autres choses. Encore une fois, merci. Le plaisir sera le mien. À toutes et à tous, nous disons merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Bye bye.